Donc je vais essayer de... En fait, c'est l'observation que je partage avec vous d'un patient qu'on a vu au mois de décembre dernier, que j'ai intitulé du rein au nerf. Donc assez rapidement son histoire clinique, c'est un jeune militaire de 22 ans qui n'a pas d'antécédent particulier et qui a installé en octobre 2015 une insuffisance rénale aiguë terminale qui était apparue dans un contexte d'infection, juste après une infection dentaire. Il a été pris en charge en néphrologie et on lui a diagnostiqué une maladie de Good-Pasture qui est en fait une glomérulonéphrite rapidement progressive due à la présence d'anticorps anti-membrane basale glomérulaire qu'on appelle anti-MBG. Et ça a été diagnostiqué chez lui sur la biopsie de rein. Donc il a été initialement traité par corticoïdes et endoxans, sans amélioration de sa fonction rénale. Bon, il n'avait pas d'atteinte pulmonaire parce que c'est possible dans cette maladie. Et puis il a été, à partir du 7 novembre 2015, traité par hémodialyse. Il nous a été adressé par les néphrologues parce qu'il a installé un tableau de polyneuropathie. Donc je vous raconte l'histoire de sa neuropathie avant qu'on le voie. Il a commencé à partir de juin 2016 à avoir des fourmillements des deux pieds, remontant progressivement au proximal. Il a installé progressivement un déficit moteur, c'était bilatéral symétrique, une gêne à la marche, ensuite une atteinte des mains à partir de 6 à 8 mois plus tard. Et en novembre 2017, quand on l'a vu, il était vraiment très atteint sur le plan fonctionnel. Il faisait que 6 mètres avec 2 appuis et très gêné sur le plan autonomie. Il avait des signes associés, des lésions cutanées d'allure pustuleuse, des douleurs articulaires sans véritable arthrite. Et il avait aussi des chiffres tensionnels élevés qui étaient peut-être en rapport avec son insuffisance rénale. Je vais vous montrer deux ENMG qu'il a eu avant qu'on le voie. Et donc, j'ai mis en rouge ce qui n'est pas normal. Je vais passer rapidement pour vous demander peut-être d'interpréter le dernier qu'on a fait. Donc là, initialement, il avait quelques allongements de latence vraiment modérés, surtout des réponses altérées au membre inférieur avec des vitesses juste un peu ralenties. Là, une onde F un peu allongée, des sensitifs qui n'étaient pas très atteints. Il a continué à s'aggraver. Il a eu un autre EMG 6 mois plus tard. Et vous voyez que c'est quand même nettement beaucoup plus altéré, avec pas de réponse motrice au membre inférieur. Il a vraiment diminué de façon drastique ses amplitudes motrices au membre supérieur. On a une VCM sur un nerf ulnaire qui est à 19 et pas de réponse sensitive obtenue. On avait conclu à un tableau de polyradiculonévrite chronique. C'est ce qui a été conclu en tout cas. Donc il avait eu un bilan initial à ce moment-là qui avait comporté une étude de LCR qui était normale, un bilan sanguin, inflammatoire, immunologique, sérologie, en fait tout est listé devant vous, tout était normal y compris la cryoglobuline. Et donc il a été adressé par les néphrologues qui ne voyaient pas trop la signification de cette neuropathie. Et sachant qu'à ce moment-là, il n'était traité que par la dialyse, en fait, il n'avait pas de traitement de maladie inflammatoire. Et donc, on est devant une neuropathie chez un malade qui a une maladie auto-immune rénale, limitée au rein. Et selon les néphrologues, quand on a discuté, franchement, moi je ne connaissais pas très bien la maladie de Good-Pasture. On m'a dit c'est une maladie limitée au rein et au poumon. Il n'y a pas d'atteinte du système nerveux dans cette maladie. Donc, il fallait raisonner avec tout ça. Et à votre avis, comme l'a dit Christophe Vial tout à l'heure, la première chose qu'on va faire, c'est évaluer le malade sur le plan clinique et refaire un électroneurommyogramme. Donc, voici son évaluation clinique quand on le voit en novembre 2017. Il est très sévèrement atteint sur le plan fonctionnel avec un très gros steppage, difficulté à se lever de la chaise, une amyotrophie très importante des bras, des jambes, des avant-bras, un déficit très important en distal, un peu moindre en proximal au membre inférieur, une aréflexie des 4 membres, un déficit sensitif superficiel qui remontait au genou, au membre inférieur et à la moitié des avant-bras, altération de la sensibilité profonde, aucune atteinte de nerf crânien. Il avait quelques lésions cutanées qui faisaient un peu pustuleuses, qui cicatrisaient, mais bon, ça avait un peu attiré mon attention. Et voilà, donc on était cliniquement devant un tableau de polyneuropathie
qui est à la fois motrice et sensitive, qui est chronique, symétrique, et qui est à prédominance quand même distale, et surtout très évolutive quand on voit les deux EMG avec la grosse aggravation. Et on est dans un contexte quand même de maladie auto-immune rénale, et c'est des situations, quand on a des neuropathies comme ça très évolutives, il faut vraiment chercher à quoi elle est due pour pouvoir traiter le malade. Donc je vous montre l'EMG qu'on a fait à ce moment-là, et je peux peut-être demander à quelqu'un d'essayer d'interpréter ce qu'on voit. Donc c'est la seule question que je vais vous poser. Oui? Micro. Non, il faut. On a un allongement de latence distale motrice au niveau des membres supérieurs avec un effondrement des amplitudes, une diminution importante des vitesses de conduction motrice également. Les zones F abolies dans certains territoires, très allongées dans certains territoires. Et au niveau des membres inférieurs, on a une diminution. En fait, au niveau des membres inférieurs, il n'y a pas de réponse du tout obtenue sur les muscles distaux, et les réponses que vous voyez, elles sont obtenues sur les muscles jambiers antérieurs pour les péronées. Donc, ce que j'ai mis en bleu, je vais vous montrer les images. C'est dispersion temporelle qu'on peut retenir sur le nerf médian, bloc de conduction partielle qu'on peut retenir sur les deux nerfs ulnaires, parce que comme vous l'avez vu, on a quand même des amplitudes distales qui sont suffisamment correctes pour pouvoir juger de l'existence de blocs de conduction. Je vais vous montrer les images. Donc, Camara, tu continues. On retient une atteinte de quelle nature? Démyélinisante ou axonale, en termes de conduction motrice? En termes de conduction motrice, on va retenir une atteinte démyélinisante. Oui, je pense que tout le monde est d'accord. Il y a suffisamment d'éléments, même si on a des amplitudes qui sont diminuées, mais pour les deux nerfs ulnaires, on a en fait des amplitudes distales qui nous permettent, au vu des valeurs qu'on a des VCM, de retenir le caractère démyélinisant. Les autres critères de démyélinisation, c'est l'existence quand même de blocs de conduction, de dispersion temporelle, allongement très important des ondes F des nerfs ulnaires. Donc je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc je vais vous montrer des images, et là je vais juste attirer votre attention qu'on est sur 10 millisecondes ici en balayage, et ici sur 20 millisecondes. Donc là, on a une grosse dispersion temporelle distale pour le nerf médian avec des amplitudes effondrées. Là, on a un bloc de conduction partiel sur le nerf ulnaire droit. Et pour ce nerf ulnaire gauche, vous voyez ici la stimulation entre le coude et l'axillaire, qu'il y a un très très gros ralentissement de conduction avec une vitesse qui tombe à ce niveau-là à 3 mètres par seconde. Donc on a quand même un caractère un petit peu, pas très homogène, de l'atteinte démyélinisante. On va regarder la conduction nerveuse sensitive, bon, qui n'est pas tout à fait abolie comme on l'a vu sur l'EMG précédent, mais on peut quand même dire qu'on a des réponses sensitives qui sont altérées, avec des amplitudes extrêmement basses. Et il y a peut-être un petit détail, il n'est pas très flagrant, mais est-ce que quelqu'un peut retenir? Oui? Les vitesses de conduction sensitive sont plus altérées au niveau du Oui. membre supérieur qu'inférieur. Donc c'est Voilà. un critère de plus de démyélinisation. Voilà. Donc, il y a quand même une petite différence entre une altération plus importante des sensitifs aux membres supérieurs qu'aux membres inférieurs, et comme vous le savez, ça c'est quelque chose qui oriente pas mal vers... Oui? NASA, d'ailleurs ça confirme bien, sur ton tout premier électromyogramme, moi j'avais été frappé, tu avais des réponses sur à la 11 microvolts, alors que tu avais déjà des motrices très altérées, et cette discordance qu'on retrouve effectivement ici est très suggestive, quand même une histoire De PRN chronique. Hein. Voilà. Je crois que vraiment... Effectivement. Donc on a des éléments très nets de démyélinisation en conduction motrice, et au niveau de l'altération des sensitifs, cette en fait, différentiel entre l'atteinte au membre supérieur et au membre inférieur, bon, ce sont des éléments, voilà les réponses sensitives, donc ce sont des éléments
qui pouvaient nous permettre de conclure à une polyneuropathie démyélinisante sévère avec quand même une atteinte axonale parce qu'on a des pertes d'amplitude très importantes, une atteinte sensitive qui prédomine au membre supérieur, un aspect hétérogène de cette atteinte entre les troncs nerveux et certains segments de nerfs, que c'est compatible avec un tableau de PIDC ou de PRN chronique et qu'on est dans un contexte de maladie rénale auto-immune. Donc, hypothèse diagnostique, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut discuter une PIDC secondaire, idiopathique, on peut en fait discuter les deux. Une vascularite, on discute ou pas? Vascularite. Devant l'atteinte démyélinisante, c'est difficile. Qu'est-ce que vous en pensez? Le caractère symétrique, ça a été décrit dans certaines formes. On peut évoquer un poème syndrome. Pourquoi pas? Moi, j'y ai pensé à cause des lésions cutanées. Je voulais savoir si tu avais justement une image des lésions cutanées, non? Non, mais en fait, on a eu un avis dermatologique. Elles n'étaient pas typiques de... C'était pas... Voilà. C'était bulleux. C'était comme des petites pustules qui cicatrisaient et laissaient une trace au niveau de la peau. D'accord. Une question, il n'y avait pas d'atteinte cornéenne ou d'autres choses associées? Non. Il avait eu un examen ophtalmologique qui était normal. Et puis j'avais une autre remarque, parce que tu nous montres les difficultés quand on a une atteinte axonale sévère de trouver des signes de démyélinisation. C'est dans ces cas-là, de temps en temps, où l'échographie est intéressante parce qu'elle va montrer des gros nerfs Oui. et on n'est pas gêné par la partie axonale. Échographie des troncs nerveux. Bon, on a aussi évoqué une éventuelle amylose dans un contexte de maladie inflammatoire. On a vu qu'on pouvait avoir des atteintes démyélinisantes. En tout cas, bon, c'est ce qu'on a un peu évoqué et on a demandé un bilan dans ce sens. Il a eu un bilan cardiaque qui montre une HVG modérée, mais pas de signe d'amylose sur l'imagerie qu'il a eue. Une IRM cardiaque a été programmée, ensuite elle n'a pas été faite. Et cette HVG peut être expliquée par quand même des chiffres tensionnels qui étaient régulièrement élevés depuis qu'il a son insuffisance rénale. Bon, il a été mis sous IEC bêta-bloquant. Il a eu un avis dermatologique qui retenait en fait pour les lésions cutanées un aspect d'acné nodulo-kystique du tronc. Il avait quelques lésions qui faisaient un peu herpès-like au niveau scrotal. Il a été mis sous traitement local. En tout cas, ça ne nous a pas permis de retenir un aspect évocateur de POEMS syndrome. On a fait d'autres bilans qu'il n'avait pas eu, notamment une BGSA qui était négative aussi bien pour syndrome sec qu'amylose, une biopsie de la graisse périombilicale qui était négative pour l'amylose, un peu insisté sur la recherche d'une gammapathie monoclonale, vu qu'on est dans un contexte de maladie auto-immune, donc là on n'en a pas trouvé, une TDM-TAP qui était normale, anticorps antigangliosides négatifs, panel complet d'onconeuronégatifs, VEGF normal. Et la biopsie de nerfs, en fait, on devait la programmer, mais il se trouve que c'est un malade qui s'aggravait très vite. Et avec les néphrologues, on a un peu décidé de le mettre sous corticoïdes. On aurait certainement dû faire la biopsie de nerfs. Bon. Donc, il a été mis seulement sous 0,5 mg par kilo par jour, dose qui a été calculée par les néphrologues en fonction de la fonction cardiaque et de l'atteinte rénale. Et on a eu en fait la surprise de le voir s'améliorer de façon assez rapide. Donc au bout de 2 mois et demi de traitement, il est venu en marchant à ma consultation. Il marchait avec une canne, il pouvait faire 200 mètres et il a commencé à récupérer au niveau des mains. Et avec un testing qui est nettement amélioré en gagnant 2 points sur 5 pour certains muscles des mains et 1 point sur 5 en distal au membre inférieur. Donc c'était plutôt positif comme évolution. Et donc là, on reste un peu sur notre fin. Toujours est-il qu'on a quand même un tableau de PIDC associé à une maladie de Goodpasture. PIDC peut-être secondaire. L'amélioration rapide, est-ce qu'il y avait vraiment une réelle atteinte axonale où il y avait peut-être aussi des blocs distaux associés qui peut expliquer cette amélioration rapide. En tout cas, c'est programmé qu'on refasse un EMG dans peut-être 1 ou 2 mois.
L'explication qui peut peut-être expliquer cette atteinte, c'est peut-être une vascularite associée à la maladie de Goodpasture. En faisant une recherche dans la littérature, on peut avoir quelques atteintes du système nerveux qui s'expliquent par une vascularite systémique, mais ce sont des malades qui ont des ANCA positifs. Notre malade, il avait des ANCA négatifs, et on aurait été plus à l'aise si on avait fait une biopsie de nerf pour chercher la vascularite. Oui. Est-ce que vous avez fait un bilan métabolique avec cette équation atteinte rénale, neuropathie, manifestation cutanée? C'est vrai que c'est une équation où on sort volontiers le métabolique. Je pense au Fabry en particulier, oui. Des choses comme ça. Oui, en fait, on a pensé au Fabry, mais d'ailleurs, c'est un peu avec cette idée que j'avais demandé le bilan cardiaque. Mais en fin de compte, comme on a été un peu forcé de commencer le traitement, comme il s'est amélioré, je n'ai pas demandé le dosage enzymatique. Mais ça faisait partie des hypothèses diagnostiques. Donc juste très rapidement pour vous donner en fait une vignette de la maladie de Goodpasture. Donc c'est une maladie auto-immune principalement rénale et pulmonaire avec des anticorps anti-MBG positifs qui sont des anticorps de type IgG. Donc c'est une maladie rare qui touche le sujet jeune. Il y a quelques rares cas pédiatriques exceptionnels. Le diagnostic se fait justement par la recherche de ces anticorps dans le sang circulant, mais beaucoup plus par immunofluorescence sur biopsie rénale ou pulmonaire quand on a une atteinte pulmonaire. Et ce sont des malades dont le pronostic dépend vraiment de la précocité du diagnostic et du traitement. Ils peuvent être traités par corticoïdes, immunoglobulines et endoxans. Donc voici quelques images, surtout de l'immunofluorescence ici rénale. Et puis l'aspect de verre dépoli au niveau de pulmonaire, ça donne des hémoptysies avec hémorragie alvéolaire. Qu'en est-il de l'atteinte du système nerveux? Il y a quelques observations d'atteinte surtout du système nerveux central avec surtout crise épileptique, déficit neurologique. Atteinte périphérique, j'ai vraiment fouillé. Ce sont des malades qui sont atteints surtout par le biais des ANCA positifs. Il y a de rares cas avec des ANCA négatifs. Et cette atteinte, à chaque fois dans les cas rapportés, s'explique par la vascularite systémique. Donc voici quelques observations d'atteinte centrale. C'est surtout épilepsie. Là, c'est un malade qui avait aussi un lupus associé. Là, c'est un malade qui a installé des lésions postérieures en cours de début de traitement, mais toujours atteinte centrale. C'est un malade qui avait des ANCA qui étaient positifs. Là, c'est un cas d'atteinte du système nerveux central avec ANCA négatif, donc ça a été rapporté. Et puis, bon, là, un autre cas qui montre quelques aspects IRM qui sont très évocatrices de vascularite du système nerveux avec des ANCA qui peuvent être négatifs. Donc, en fait, l'hypothèse, c'est qu'avec les anti-MBG, il y a la mise à nu de certains antigènes qui peuvent entraîner une réaction de type ANCA avec une vascularite systémique. J'ai trouvé que cet article qui parle en fait, d'une série avec des anti-MBG, avec des ANCA négatifs et même des anti-myéloperoxytase et protéinase 3 négatifs. Il y a dans cette série un seul malade avec atteinte pulmonaire et neuropathie périphérique, mais je n'ai pas pu avoir les détails du type de neuropathie. Donc voilà, c'était pour partager avec vous ce tableau de PIDC sévère, rapidement évolutive, avec ce contexte d'atteinte immunologique rénale, avec surtout l'idée que quand on a des neuropathies très évolutives, il faut s'acharner à trouver pourquoi. C'est un malade qui a évolué favorablement ce corticoïde, même s'il a des ANCA négatifs. Bon, reste la question de la relation causale avec la maladie de Goodpasture qui est peut-être possible, mais bon, la discussion est ouverte. Merci.